Excellences honorables, distingués invités, Messieurs et Dames les hauts magistrats, il m'a été demandé de vous entretenir sur un sujet aussi passionnant qu'intéressant en rapport avec l'état de la coopération avec la Cour pénale internationale. Mais lorsque j'ai reçu la thématique, je me suis efforcé de la contextualiser par rapport à la thématique générale, la réforme d'une justice malade. C'est qu'en d'autres termes, l'on me demande, au vu du bilan de la coopération avec la CPI, d'envisager des réformes qui peuvent permettre non seulement de renforcer notre lutte contre l'impunité, qui est en fait la compétence de la Cour, mais également de voir comment nous pouvons mettre au diapason qui convient les standards nationaux et qui sont complémentaires au statut des femmes. Et c'est qu'en réalité, il faut maîtriser la thématique, c'est-à-dire nous mettre au niveau de la comprendre et la situer par rapport aux enjeux réformateurs. Parler de la coopération avec la Cour internationale, c'est aussi et surtout préciser les contextes de sa création. Évoquer les raisons, sinon les valeurs autour desquelles les États se sont convenus de créer cette Cour, et peut-être s'efforcer de dire là où on en est, plus de 10 ans après cette coopération, dégager quelques perspectives et très rapidement apporter une petite conclusion, et j'en aurai pour 1 minute, 8 à 12 minutes. Pour rappel, il convient de préciser que c'est le 17 juillet 1998 que 120 États membres de l'ONU, sur 193 que compte l'organisation, adoptèrent les statuts portant création de la Cour pénale internationale. Même si en 2016, le nombre est passé à 123 sur 193. Ces États se sont regroupés sur la pression des organisations non gouvernementales pour arriver à trouver une juridiction pénale internationale permanente dotée des pouvoirs d'interpeller, de juger les criminels qui, pour la plupart, occupaient les fonctions les plus importantes et échappaient au nom des immunités aux poursuites dans leurs États. Il s'est agi, pour ainsi dire, d'une réponse, n'est-ce pas, aux plaintes des organisations non gouvernementales sur l'intouchabilité d'une catégorie de criminels, le chef d'État, les membres du gouvernement, de la plupart des pays, et je suis désolé de vous dire, généralement, des pays d'Afrique. Ces valeurs sont celles du respect de la vie humaine. C'est dire que les États, sur la pression des ONG, se sont dit qu'il faut préserver ce qu'on a d'essentiel, la vie humaine. Et il faut donc dire que les victimes des actes les plus lourds des chefs d'État, des membres du gouvernement, des chefs de guerre, sont souvent des populations démunies. Voilà pourquoi la victime se trouve être au cœur du statut de Rome. Et il avait été créé pour cet accompagnement une structure appelée le Fonds au profit des victimes. Mais parce que les États se sont convenus de se regrouper autour de ces idéaux, parce que le facteur de regroupement semble ici être le renforcement de la lutte contre l'impunité, la Cour pénale internationale s'est vue entrer en vigueur rapidement le 1er juillet 2002. Et la RDC, notre pays, a ratifié les statuts de la Cour, et vous devez le savoir, le 2 avril 2002, et c'est au mois d'avril, le 17 avril 2004, que la République déférait la situation qui prévalait dans notre pays en 2002, dans sa partie orientale, à la CPI, faisant de nous le précurseur, l'État modèle de coopération, parce que nous sommes le premier État à avoir déféré une situation à la CPI. Mais vous devez me demander comment en 2004 la CPI est saisie et le jugement n'intervient qu'en 2012. C'est parce qu'il s'agit des enquêtes pénales qui impliquent beaucoup d'étapes et même beaucoup de procédures. Mais parce qu'il fallait mener ces enquêtes,
En 2004, toujours en 2004, le mois de juillet, la RDC va signer le tout premier protocole avec les bureaux du procureur pour faciliter le travail sur le terrain, c'est-à-dire le déploiement des enquêteurs, l'audition des témoins et la facilité nécessaire à l'accomplissement de la mission de la Cour. Le tout premier accord signé l'a été sous la conduite de mon prédécesseur, le professeur Emmanuel Janvier Zolo-Bambi, qui, pour notre pays, doit être félicité pour le travail précurseur qu'il a pu mener dans le cadre de la coopération avec la CPI. Mais c'est en 2020 que j'ai reçu l'invitation de Ogunokon, président honoraire de l'Assemblée des États partis, pour participer aux travaux de la Cour. Lorsque j'y arrive, et je suis déjà dans le bilan, comme vous le constatez, j'apporte le message de la Cour. Ce message de la RDC m'est donné par son Excellence président de la République pour dire l'attachement de la République aux idéaux de paix, de justice que véhicule la Cour. C'est dit pour la RDC, l'orientation politique, l'approche définie qui semble être au centre de notre système de gouvernance, c'est de lutter contre l'impunité et plus particulièrement dans les secteurs qui me concernent, l'impunité des crimes les plus graves. Je l'ai dit du haut de la tribune de cette institution pour dire que la RDC est attachée. Nous sommes en 2020, pendant le Covid. Et aussi, à cette époque, la Cour était trop menacée par les Nations Unies, qui lançaient déjà des mandats des États-Unis contre Mme Bensouda parce qu'elle avait tenté d'ouvrir l'enquête en Israël, même si par après, l'actuel procureur l'a aussi essayé. Mais qu'est-ce qui nous intéresse du point de vue du bilan? Il faut noter que la RDC reste le pays le plus appliqué. La coopération est au top dans la mesure où, après un moment d'arrêt, nous avons réactivé la coopération qui a abouti le 1er juin 2023 à la signature d'un MOU avec le procureur, permettant ainsi pour la RDC de voir dans quelle mesure l'on peut pouvoir récupérer les crimes qui ont été commis avant 2002. Comme vous devez le savoir, la Cour pénale internationale n'est pas une juridiction rétroactive. Il faut trouver un mécanisme, je veux dire, une institution judiciaire spéciale ou un coup d'exception, capacitante à pouvoir prendre en charge les crimes commis avant 2002, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur. Le protocole mis en place a été soutenu à Genève, où les bailleurs multilatéraux, c'est l'occasion de féliciter l'Union européenne, féliciter les hauts commissaires aux droits de l'homme, ont accepté de nous accompagner pour l'instauration d'une cour pénale spéciale pour la République démocratique du Congo. Cette cour a deux finalités. La première, elle vise effectivement, cette cour vise non seulement à prendre en charge les crimes perpétrés avant 2002, mais aussi tous autres crimes dont la poursuite peut s'avérer difficile en raison effectivement de manque de moyens, en raison aussi de difficultés de mobiliser les témoins pour construire un narratif pénal susceptible d'apporter les imputabilités et les sanctions. Voilà pourquoi interroger le bilan, c'est aussi regarder le parcours, la marche. La marche de la RDC, vis-à-vis des idéaux de la Cour, est restée totalement active sur le deux piliers de la CPI, à savoir la complémentarité et la coopération. Pourquoi la complémentarité? Parce que la Cour pénale internationale est une juridiction subsidiaire aux juridictions nationales, domestiques. Et lorsque l'État organise des procédures pénales locales, la Cour ne peut plus, sauf dans deux hypothèses, lorsqu'il y a eu complaisance ou lorsque les normes, les standards n'ont pas été observés. Pourquoi la coopération? Parce que la Cour n'a pas de police, la Cour n'a pas de cachot. Elle se sert des structures des États qui doivent l'accompagner au remplissement de son mandat. Voilà pourquoi, dans la coopération qui est aujourd'hui un modèle, et tout le monde le reconnaît, la RDC s'est décidée
de prendre à bras les corps des piliers et de faciliter le travail de la Cour. Il m'a été demandé de respecter le temps et j'ai fait cette promesse de le faire. Qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion? En conclusion, il faut retenir que la RDC, par sa juridiction militaire, enregistre du point de vue du bilan pénal annoncé le nombre le plus important de décisions au prisme du statut de Rome. La liste est longue. Vous avez le cas de ce chef de guerre, Ntambo Tamberi, alias Sheka. Vous avez les cas actuellement des détenus d'origine burundaise parce qu'ils sont en appel, je ne suis pas autorisé à vous donner les noms, et bien d'autres cas sont aujourd'hui jugés au prisme du statut de Rome. Qu'on pourrait reconnaître que la RDC peut servir de modèle dans d'autres États, y compris ceux qui hier nous ont aussi servi d'expérience dans l'orchestration de notre système pénal. Quant à la réforme, tout ce que nous pouvons demander, c'est qu'il doit à venir prévoir de manière claire que toutes les fois que les faits pour lesquels un individu ou un groupe d'individus est poursuivi relève du standard de la Cour, qu'il soit appliqué sans embâche les statuts de Rome. Telle est ma recommandation. Je vous remercie.